Bienvenue sur. Au fin de décider si nous allons nous battre ou non, c'est probablement exact. Je pense que le président Trump essayait encore de calmer les marchés. Il l'a fait plusieurs fois, en disant des choses manifestement fausses sur la probabilité que la guerre se termine plus tôt que tard, et en affirmant que les Iraniens étaient désespérés de parler, alors qu'ils ne l'étaient pas, donnant l'illusion, je suppose, que nous étions d'une manière ou d'une autre en train de gagner ce conflit dans le golfe Persique. Ce n'est pas le cas. Par conséquent, je pense qu'il n'y aura pas de pourparlers. Le cessez-le-feu expire à 3h demain matin, en Iran. C'est l'heure iranienne. Apparemment, la stratégie consistait à tenir une conférence de presse assez longtemps pour que la réalité soit portée disparue. Je pense que les Iraniens se préparent à être attaqués de nouveau. Ils se préparent aussi à la possibilité que nous attaquions encore plus tôt. Donc, à ce stade-ci, je pense qu'il faudrait simplement considérer tout ce qui sort de la Maison-Blanche comme du pur non-sens, largement conçu pour calmer le public et manipuler les marchés. Je pense que c'est terminé maintenant. À un certain point, même les marchés finissent par remarquer quand l'enrobage arrive avant les faits. Ce qui me frappe aussi, c'est que cela semble être un thème récurrent chez Trump, celui de toujours déclarer la victoire peu importe ce qui arrive. On l'a vu avec le Yémen, et en réalité, dans presque tous les cas, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours une victoire, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Cela m'amène à la vraie question. Comment cette guerre est-elle censée être menée au juste? Si les reportages que nous lisons sont exacts, la quantité de missiles déjà utilisés semble représenter une part très importante des stocks américains. Je reviens sans cesse à la question de savoir à quel point il est raisonnable de poursuivre une guerre à cette intensité. Les États-Unis vont-ils essayer de passer à une guerre de faible intensité? Vont-ils miser sur une invasion terrestre? Il ne semble pas possible de soutenir encore 40 jours d'un tel type de guerre. Dans ce style de briefing, la définition de la victoire semble être tout ce qui tient jusqu'au prochain micro. Avant de répondre à cela, je pense qu'il faut d'abord donner un aperçu stratégique du point de vue des gens à l'extérieur qui regardent la situation. Par là, je parle du reste du monde qui observe ce que nous faisons et ce que l'Iran fait. De plus en plus, nous sommes perçus comme une autorité supranationale en devenir qui veut imposer sa volonté à tout le monde, partout. L'Iran a choisi de tenir tête à cela, et le monde est très inquiet de voir quelle sera l'issue. Nous avons toujours eu la capacité, certainement depuis 1899 selon moi, de projeter notre puissance. En fait, c'était tout l'objectif de la Great White Fleet du président Theodore Roosevelt. Il était secrétaire adjoint de la marine lorsque la guerre hispano-américaine a commencé, et c'était la première fois que nous tentions de faire la guerre au-delà de l'hémisphère occidental. Nous avons envoyé une flotte à la baie de Manille, aux Philippines. Nous avons réussi à vaincre la flotte espagnole, qui était plutôt désuète. Puis nous avons découvert que nous n'avions aucune force terrestre à débarquer pour revendiquer la victoire. Nous sommes donc restés dans la baie à attendre pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée de troupes, et le reste appartient à l'histoire. Depuis, nous avons été capables de faire cela. Nous ne sommes pas fondamentalement une puissance défensive. Nous sommes une puissance qui mise sur l'offensive, sur la capacité de frapper au-delà de ses limites normales afin d'imposer sa puissance. Les Iraniens, en revanche, sont une puissance intrinsèquement défensive. Ils dépensent peu être 1, peu être 2% de ce que nous dépensons en défense, et leur investissement a porté sur des armes fondamentalement défensives. Contrairement à l'interminable propagande israélienne et à la propagande de ces agents qui contrôlent nos grands médias, les Iraniens ne peuvent pas vraiment aller très loin au-delà de leurs propres frontières. Ils sont donc dans une posture de défense stratégique. Si l'on compare les deux camps, l'un opère à 6000 ou 7000 milles de sa base de soutien logistique et de son soutien industriel, et l'autre opère essentiellement à l'intérieur des limites de son propre pays. Par conséquent, il y a un avantage du terrain, comme on dit au basketball. Les Iraniens ont investi très lourdement dans une nouvelle forme de guerre qui nous a ramenés à une position très semblable à ce qu'on voyait sur le front occidental en 1914 et 1915. Si vous tentez de bouger contre l'Iran, vous êtes identifié, ciblé et attaqué à une distance de 500 à 1000 milles au-delà des frontières iraniennes. Cela rend très difficile, quand on dépend de la puissance aérienne et navale, d'attaquer son adversaire. Cela veut dire qu'il faut déplacer son soutien et le maintenir sur des milliers de milles. Il faut périodiquement ravitailler et recharger à très grande distance. Les Iraniens n'ont pas à gérer cela. La plupart de leurs installations et réserves critiques sont souterraines. Voilà le tableau. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant,
Je pense que nous avons reconstitué nos stocks dans le théâtre d'opération. Nous avons, en quelque sorte, réapprovisionné toutes nos plateformes, navales et aériennes, avec les munitions requises. Combien de temps cela va-t-il durer? Je dirais que ce que nous avons vu ressemble à ce que nous avons fait la dernière fois. Je pense qu'il y aura davantage d'accent sur une période initiale d'intensité. Autrement dit, les 48 à 86 premières heures seront plus intenses que ce que nous avons vu auparavant. Il y aura davantage de sorties, davantage de missiles, davantage de bombardements, et ceux-ci seront concentrés sur ce qui serait supposément des cibles critiques qui, si elles sont suffisamment endommagées, pourraient influencer l'issue de l'opération. Il s'agit d'une opération aérienne et de missiles. Cela veut dire que tout dépend des cibles que vous choisissez. Vous cherchez des cibles, ainsi que des éléments d'un système de ciblage, qui vous donneront un avantage stratégique sur votre ennemi, qui convaincront votre ennemi d'abandonner, de dire que c'en est assez, qu'il ne peut pas aller plus loin. Nous essayons cela depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en réalité. Il y a eu des bombardements massifs, des frappes à longue distance, de l'interdiction, ainsi que de l'appui aérien rapproché au cours des 6 derniers mois de la guerre. Nous avons essayé beaucoup de ces choses, puis, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, nous avons redoublé d'efforts dans cette direction. Beaucoup de gens ont expérimenté différentes façons d'aborder cela pendant la guerre civile espagnole. Mon point, c'est que, certainement depuis 1945, la communauté de la puissance aérienne aux États-Unis essaie de prouver qu'elle peut tout faire. Il a donc toujours été naïf de s'attendre à ce qu'une personne de cette communauté, comme le général Kane, général 4 étoiles de l'Air Force, s'avance et dise « Je ne pense pas que vous devriez faire cela, Monsieur le Président. Si vous essayez, cela ne fonctionnera probablement pas. Ce serait un désastre stratégique. Non. Je pense que ce qu'il a probablement dit, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses que nous pouvons faire, et peut être d'autres que nous ne pouvons pas faire, mais nous pouvons certainement faire ce qui suit. Ce qu'il a vraisemblablement présenté, c'était essentiellement un plan de campagne aérienne et de missiles. À Washington, la prudence est souvent traitée comme un conflit d'horaires. Ce que je pense que nous allons voir maintenant, c'est une salve d'ouverture beaucoup plus intense. Cette salve sera conçue pour être, selon les mots du président Trump, une opération de guerre. Elle sera si furieuse et si dévastatrice que les forces iraniennes et leur population ne s'en remettront pas. Cela veut dire que l'objectif est désormais de détruire l'État iranien. Il faut le comprendre. Quand on commence à attaquer des ponts, des réseaux routiers et ferroviaires, des centrales électriques, des usines de dessalement et des infrastructures pétrolières, on parle de destruction de l'État. On a dépassé ce qu'on considérait comme des cibles militaires critiques pour se concentrer largement sur les infrastructures critiques. Une fois que la liste des cibles commence à ressembler au cauchemar d'un ingénieur civil, les éléments de langage sur la précision sonnent comme un bijou fantaisie. Je pense que c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons fait cela pendant la Deuxième Guerre mondiale et les effets ont été mitigés. Les choses les plus importantes que nous ayons faites pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le recul étaient de 2 ordres. D'abord, nous avons détruit le système de distribution et de fabrication du carburant, de sorte qu'on ne pouvait plus produire de carburant ni le redistribuer. Cela a ouvert la voie aux armées soviétiques à l'Est. Ensuite, on ne pouvait plus ravitailler l'aviation. Cela signifiait aussi que toutes les forces aériennes se concentraient sur la protection des villes. Les Iraniens n'ont pas de force aérienne. Le président parle de détruire la force aérienne, mais ils n'ont réellement plus de force aérienne d'importance depuis le départ du Shah. Ils ont donc très peu d'appareils. Cela n'a jamais été un acteur majeur, tout comme la marine n'a jamais été un acteur majeur. La marine se compose surtout de vedettes rapides, de submersibles sans équipage, d'embarcations de surface sans équipage conçues pour opérer dans le golfe Persique, pas beaucoup plus loin. Donc tout repose sur les missiles, l'acquisition de cibles et l'appariement des missiles et des systèmes sans équipage aux différentes cibles. Nous pensons que les Iraniens ont peu. Être encore 45 000 à 50 000 systèmes sans équipage peut être davantage. Ils ont certainement quelque part entre 15 000 et 20 000 missiles, peut être davantage. Je dirais que c'est plus qu'un approvisionnement suffisant pour soutenir l'Iran pendant plusieurs semaines. Ils ont encore la capacité, sous terre et hors de portée, de fabriquer des missiles et des drones. Combien? À quel rythme? Je ne sais pas, mais nous savons aussi que les Chinois les ont réapprovisionnés. Les Russes les ont réapprovisionnés. Quand je regarde notre côté, je dois me demander si nous avons encore 1 millier de missiles air-surface conjoints. Nous en avons dépensé 1 millier au cours des 3 premières semaines,
Et franchement, la plupart au cours d'une seule semaine. Je ne sais pas. Je soupçonne que nous avons probablement reconstitué ces stocks. Pour d'autres, nous avons reconstitué autant que nous pouvions fournir, en particulier les missiles antimissiles, les PAC-3, les THAAD. Qu'avons-nous en matière de radars? Là, le tableau est sombre. Les radars qui ont été détruits n'ont pas été remplacés. Ils coûtent des centaines de millions de dollars et prennent des années à fabriquer. Avons-nous encore quoi que ce soit à déployer au sol? Je ne le sais pas. Il se peut que nous amenions ce qu'il reste ailleurs dans le monde. Mon point, c'est que je pense que les Iraniens sont dans une meilleure position que nous. Cela ne veut pas dire qu'ils vont gagner et que nous allons perdre. Il est trop tôt pour l'affirmer. L'autre question, c'est combien de bombes guidées de précision nous avons encore, et si nous avons encore des bombes non guidées? J'imagine que oui. Si vous cherchez à démoraliser votre ennemi, nous comptons encore périodiquement sur, disons, l'emploi de B-52, chacun transportant des bombes de 9500 livres. Faites le calcul. Combien de B-52 peut-on faire passer au-dessus d'une zone? C'est ce qu'on appelle un bombardement en tapis. Cela peut clairement être fait. Les Israéliens ont aussi été réapprovisionnés autant que nous pouvions nous le permettre. Mais je ne pense pas que leur défense aérienne et antimissiles soit infiniment plus capable qu'auparavant. Je pense qu'ils sont dans une position plus difficile. Nous avons encore beaucoup de défenses antimissiles dans la flotte. Voilà donc le tableau. Nous avons beaucoup plus de navires en mer maintenant. Nous avons davantage de porte-avions, davantage de pilotes, davantage d'avions. Je pense que nous avons remplacé les pertes de cassés, un 3-5, les avions ravitailleurs. Je pense que nous nous préparons à quelque chose de semblable à ce que nous avons vu auparavant, mais beaucoup plus intense au départ. Les troupes au sol, c'est une autre question. Ce que je trouve intéressant, à la lumière des rapports que nous lisons, c'est que le président Trump n'a pas été enthousiaste à l'idée d'utiliser des forces terrestres. Je ne suis pas à l'intérieur. Je n'assiste à aucune de ces réunions. Ce avec quoi je compose, c'est du oui-dire. Cela veut dire que je lis ce que suggérant le New York Times, le Washington Post et d'autres à qui la Central Intelligence Agency, la National Security Agency, le Pentagone, et ainsi de suite, font circuler certaines choses. Ce qu'ils suggèrent, c'est que le président Trump a dit « Je n'ai pas vraiment envie de faire ça ». C'est une très bonne chose, parce que je n'arrive pas à imaginer une opération impliquant des forces terrestres dans le golfe Persique pour s'emparer d'îles qui feraient une quelconque différence sur l'issue dans le golfe. Je n'arrive tout simplement pas à l'imaginer. Je ne sais pas à quoi elles serviraient, parce que cela ne leur donnera pas le contrôle du golfe simplement parce qu'elles sont assises sur une île. Je me demande toujours comment on les réapprovisionne, comment on évacue les blessés, tout ce genre de choses. Nous verrons s'ils essaient ou non de faire quelque chose. Je suis certain que le Special Operations Command veut faire des choses. Je serais très surpris que des gens dans l'armée et chez les marines ne veuillent pas faire quelque chose. Mais je suis encouragé par le fait que le président Trump a au moins exprimé des réserves à ce sujet. Même là, dans cet écosystème, la retenue sonne parfois moins comme de la prudence que comme une pause temporaire pour ajuster les angles de caméra. Ce que feront les Iraniens est aussi très important. Nous parlons des dommages énormes que nous sommes prêts à causer. Eux ont dit très clairement qu'ils détruiraient l'essentiel de ce qui se trouve sur la côte ouest du golfe Persique. C'est une source de grande inquiétude pour le monde entier. Si l'on s'arrête un instant pour considérer que les ingrédients des engrais, environ 50% de ces produits, l'urée, l'azote, les phosphates, et ainsi de suite, proviennent du golfe Persique, et que vous allez détruire cette infrastructure, alors je pense que nous regardons vers une famine dans l'ensemble du Sud global. C'est inévitable. Nous parlons de gaz naturel liquéfié et de pétrole. Ce sont déjà des problèmes. On rationne déjà certaines choses en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam. Le coût d'un baril de carburant aviation, m'a-t-on dit, dépasse maintenant les 240 $ le baril et continue de monter. Il n'est même pas disponible. Apparemment, la Grande-Bretagne va manquer de presque tout d'ici environ 2 semaines, tant en carburant aviation qu'en mazout de chauffage. Tous ces pays d'Europe occidentale qui se sont jetés à corps perdu dans l'énergie verte sont dans une situation terrible. Ils ont aussi fermé plusieurs de leurs réacteurs nucléaires. Les Français ne l'ont pas fait, mais les Allemands, oui. Je suis certain que c'est un état d'urgence. Je pense que ce que vous allez voir arriver maintenant en Europe, c'est le renversement de gouvernements. De nouveaux gouvernements vont arriver au pouvoir. Que pourront-ils faire? Nous verrons. Je ne pense pas qu'ils seront capables de corriger les problèmes très rapidement.
parce que la plupart des analystes qui ont regardé l'ampleur des destructions du premier cycle ont dit qu'il faudrait 1 an, peut être 2 ans, si l'on arrêtait maintenant, pour se rétablir dans le golfe Persique. La plupart des gens qui comprennent ce que je viens de décrire concluent, à juste titre selon moi, qu'il faudra de 5 à 10 ans pour s'en remettre. Nous ne savons pas ce que veut dire s'en remettre, parce qu'une grande partie de cette infrastructure du Golfe pourrait ne jamais être reconstruite. On pourrait tout simplement décider de ne pas y retourner. Si quelqu'un y retourne, je dirais que ce sera probablement la Chine, parce qu'en ce moment, la zone mondiale de sécurité pour le cash et l'argent est de plus en plus la Chine, et non les États-Unis. Je pense que c'est là que les choses vont. Si vous regardez les marchés du crédit, les gens vont aller emprunter en Chine, pas aux États-Unis. Je pense que le pétrodollar est déjà mort. Que le yuan le remplace ou non, c'est une autre question. C'est possible, mais ce pourrait aussi être un panier de monnaie. Je pense que les Émirats et la Maison des Saouds, tous ces gens-là, risquent vraiment de perdre leur pays, dans le sens où d'autres prendront le relais en leur absence, parce que nous savons qu'un grand nombre des élites du Golfe ont déjà fui vers l'Égypte, l'Europe et d'autres endroits. Et encore une fois, nous ne savons pas ce qui va se passer dans la région cette fois-ci. À mon avis, les Turcs se sont préparés à être beaucoup plus impliqués cette fois-ci qu'ils ne l'étaient auparavant. Les Égyptiens aussi. Je ne vois pas comment Israël pourrait très bien s'en tirer dans tout cela, parce que tout incitatif qui avait pu exister auparavant pour pousser les Iraniens à la retenue n'existe plus. Je pense qu'ils l'ont dit très clairement. Ils sont prêts à passer à une économie de guerre totale. Nous ne l'avons jamais fait. La leçon de l'histoire, c'est que celui qui passe à une économie de guerre totale, certainement au XXe siècle, a de meilleures chances de gagner s'il le fait immédiatement que celui qui ne le fait pas. Nous oublions que Hitler n'a pas totalement mobilisé l'État, la nation et le peuple allemand pour la guerre avant le milieu de 1943. Comment pouvait-on faire la guerre sur plusieurs fronts comme ils l'ont fait et espérer gagner? En revanche, les Soviétiques vivaient dans un état de mobilisation de guerre et sont passés très vite à la mobilisation totale. Nous aussi, et la Grande-Bretagne aussi, nous n'allons pas faire cela pour vaincre l'Iran. C'est impossible. Je dois être prudent, parce qu'il y a eu un rapport selon lequel le général Kane, dans son infinie sagesse, aurait suggéré au président Trump qu'il pourrait être utile d'envisager des opérations dans le détroit de Malacca contre des navires iraniens. Je pense que ce serait une catastrophe. Rien ne dit grande maîtrise stratégique comme essayer d'éteindre un incendie en projetant des étincelles dans un autre océan. Il n'est pas inhabituel pour quelqu'un qui est déjà en train de perdre une guerre de penser qu'il peut l'étendre à d'autres zones, masquer la perte à un endroit, puis finalement la faire aboutir avec succès ailleurs. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent probablement ainsi. Il y a des gens assez imprudents pour dire « Très bien, alors nous allons aussi arrêter les navires chinois puisque, après tout, les Chinois soutiennent les Iraniens. Voilà l'occasion parfaite d'élargir encore davantage la guerre. » L'une des raisons pour lesquelles les Chinois ont été si sensibles à la mer de Chine méridionale, c'est qu'ils savent par leur histoire que celui qui contrôle la mer de Chine méridionale contrôle en fin de compte le flux des ressources vers la Chine et hors de Chine. La Royal Navy l'a fait. Les Français l'ont fait avant la Royal Navy, puis, en fin de compte, la marine impériale japonaise l'a fait. En somme, je ne vois ici aucune bonne nouvelle orientation. L'issue idéale, franchement, à ce stade-ci, serait simplement de mettre fin à cette série d'hostilités, d'y mettre un terme, et d'admettre que nous ne pouvons pas, en employant notre puissance militaire, prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce que les Iraniens possèdent, ils vont le garder. Il revient au reste du monde, une fois cette guerre terminée, de s'asseoir avec l'Iran et de mettre au point quelque chose de semblable à la Convention de Montreux, créée en 1926 et qui a confié aux Turcs la responsabilité des Dardanelles. Soit dit en passant, les Turcs ont très bien géré cela. Il n'y a pas eu de problème là-bas. Une convention semblable peut être mise en place, et je pense que les Iraniens sont le choix logique, compte tenu de leur position stratégique, pour s'en charger. Cela ne nous plaît pas. Nous y sommes opposés. Mais nous oublions sans cesse que nous ne vivons pas là-bas. Nous ne vivons pas en Asie. Nous ne vivons pas en Europe. Nous ne vivons pas en Afrique. Nous vivons dans l'hémisphère occidental. C'est un énorme problème. C'est une réalité stratégique que nous refusons vraiment d'accepter. Nous refusons aussi d'accepter le fait que la guerre a désormais changé de façon radicale. Avec le bon mélange de missiles, de systèmes sans équipage, de surveillance spatiale, ainsi que de bonnes communications, d'un bon commandement et contrôle,
Une puissance beaucoup plus faible et disposant de moins de ressources peut être beaucoup plus efficace contre une puissance aérospatiale et maritime qui ne possède pas ces avantages. Je pense aussi que porter le combat dans le détroit de Malacca serait une excellente façon de rapprocher la Chine de cette guerre. Ce serait une catastrophe en soi. En même temps, il est difficile de ne pas remarquer les inquiétudes croissantes à travers le monde. Elles sont particulièrement vives en Asie maintenant que l'ordre mondial tout entier semble être en train d'être démantelé. C'est à dire que le droit international lui-même est rejeté. Il y a toujours eu des violations du droit international, mais au moins les gens prenaient la peine de se justifier ou de prétendre qu'il n'était pas violé, préservant ainsi la légitimité du droit international tout en le transgressant. Cette fois-ci, il semble être ouvertement rejeté dans une certaine mesure. Ce que je vois à travers le monde ressemble à un démantèlement délibéré de l'ordre mondial, ou du moins à quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Cela provoque de fortes réactions partout dans le monde, et pas seulement sur le plan économique. Il y a une énorme réaction de rejet. En particulier, en ce qui concerne l'Iran, c'est un développement assez remarquable qu'il y ait maintenant autant d'empathie pour l'Iran partout dans le monde. Je n'avais jamais vu cela de mon vivant. Si vous regardez l'Inde, l'Inde se voit comme dépendante d'une rallonge branchée d'un côté à l'Inde. Pour simplifier, disons que la prise où l'on branche cette rallonge se trouve à Mumbai, et que le reste de la rallonge passe dans le golfe Persique et se branche sur les différents États pétroliers, les Émirats, l'Iran, et ainsi de suite. Cette rallonge a soudainement été arrachée du mur. C'est quelque chose que les Indiens n'avaient jamais vraiment anticipé. Personne ne semblait penser qu'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un interromprait le flux de ressources sortant du Golfe vers l'Inde. Mais l'Inde fait aussi environ 180 milliards de dollars de commerce par année dans le Golfe Persique. Une très grande quantité de commerce, d'argent et de ressources entre et sort du Golfe Persique. Du point de vue de l'Inde, l'Inde est sensible au droit international et aux normes internationales. L'Inde s'oppose à l'usage de la force pour régler quoi que ce soit si elle peut l'éviter. Les Indiens sont maintenant choqués que les États-Unis aient choisi la force pour régler le problème d'Israël avec l'Iran, parce que si Israël n'était pas en cause, nous ne serions pas en guerre avec l'Iran. Soyons francs, il n'y a aucune véritable raison pour nous de le faire. Il y a toute cette masse de propagande qui a été créée au cours des 3 dernières décennies pour diaboliser l'Iran et en faire l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Mais c'est beaucoup de non-sens. 3 décennies de propagande peuvent bâtir un décor très haut, mais une vraie guerre a la fâcheuse habitude d'allumer les lumières derrière la scène. Quand le 11 septembre est survenu et que nous avons subi les pertes liées aux 2 tours détruites à New York, 1 million d'Iraniens sont descendus dans les rues, dans des endroits comme Téhéran et ailleurs, le soir, et ont tenu des veillées aux chandelles pour pleurer les pertes de vies humaines aux États-Unis. Il y avait alors un réel espoir qu'une meilleure relation puisse naître de cette tragédie. Ils ont essayé très fort, et nous leur avons essentiellement craché au visage. C'est regrettable. Ils nous ont soutenus de façon que la plupart des gens ignorent. Une fois que nous avons été en Afghanistan, et ensuite, s'il n'y avait pas eu le général Soleimani, que nous étions si pressés de tuer, nous n'aurions pas pu mettre fin à la guerre menée contre nous en Irak. Il a joué un rôle déterminant pour persuader les milices chiites d'arrêter de se battre, a pris l'imam responsable de diriger les chiites, l'a ramené à Ispahan, l'a mis dans un coin et lui a dit d'étudier la théologie jusqu'à nouvel ordre. Par la suite, lorsque nous avons combattu l'État islamique, ces milices chiites ont libéré des chrétiens, des sunnites, des yazidis, des druzes, bref, tous ceux qui étaient opprimés par l'État islamique. Elles se sont battues très fort avec nous, pas contre nous. Tout cela a été balayé au profit de l'agenda israélien. C'est l'agenda du Grand Israël qui est le problème. La destruction de vie à Gaza, la destruction de vie dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, en Palestine, et maintenant la destruction de vie au Liban, tout cela est inextricablement lié au désir actuel, en Israël, de nous voir détruire l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a aucune raison particulière pour laquelle nous devrions être impliqués. Combien de fois a-t-on entendu des Américains dire « Nous ne dépendons pas vraiment des ressources du Golfe, pourquoi sommes-nous là ?» Cela revient tout le temps. Mais nous avons eu cet accord à long terme qui a consacré le pétrodollar comme monnaie des achats, des échanges et de la vente du pétrole. Or, cela a été détruit. Je ne pense pas que nous le reverrons un jour. Cela a été une pierre angulaire de l'édifice de notre prospérité, parce que nous sommes sortis de la guerre du Vietnam complètement brisés sur le plan financier. Nous ne pouvions plus suivre. C'est la principale raison pour laquelle nous avons abandonné les talons or.
Et c'est aussi ce qui a rendu le pétrodollar prééminent. C'était la manière qu'avait Nixon de nous sortir du terrible désastre économique que Lyndon B. Johnson, le président Johnson, et ses proches avaient créé au Vietnam. Tout cela appartient désormais au passé. Je pense que nous sommes sortis du Golfe et je ne pense pas que nous y reviendrons. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas les moyens d'y retourner, parce que nous ne pouvons pas financer ce qui y serait nécessaire. Seule la Chine peut le faire. Donc, toute cette guerre n'a été rien de moins qu'un désastre stratégique pour nous. La chose intelligente à faire maintenant serait d'y mettre fin, de s'avancer et de dire que c'était le mauvais instrument, que nous nous sommes trompés, que nous n'aurions pas dû faire cela et que nous allons essayer de trouver une autre voie. Nous devrions chercher l'aide d'autres acteurs pour jouer les médiateurs, mais cela voudrait dire nous comporter comme une puissance normale dans ce système multipolaire. Il n'y a aucun appétit pour cela à Washington. Nous voulons être l'autorité supranationale, nous voulons établir les règles du jeu, dominer le jeu et gagner le jeu. C'est terminé. Cette époque est révolue. Pour le camp Trump, toutefois, admettre des limites stratégiques semble souvent arriver quelque part bien après le réaménagement du lutrin. Je pense que cet ajustement entre la primauté mondiale et la multipolarité va probablement nous conduire à davantage de guerres. Dans cette guerre-ci, cependant, les conséquences sont déjà visibles. L'Asie est lourdement touchée, surtout sur le plan économique. L'Europe l'est aussi. Zelensky souligne que le manque de défense aérienne est maintenant aussi grave qu'il pourrait l'être. En même temps, alors que les armes viennent à manquer, il se plaint que les États-Unis aient manqué de respect à son pays parce que Witkoff a visité Moscou, mais pas Kiev. L'Union européenne se plaint que les armes américaines censées être envoyées à l'Ukraine sont retardées ou détournées. Les Européens parlent de créer une organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, sans les États-Unis, une autre OTAN. En même temps que la situation se dégrade, les Européens semblent encore vouloir l'escalade. Ils envoient d'énormes programmes de drones à l'Ukraine, permettant apparemment que leur territoire serve à frapper la côte baltique de la Russie. La Russie avertit essentiellement que toutes ces usines qui produisent ces drones sont désormais des cibles légitimes. Il n'est pas difficile d'imaginer où tout cela mène, parce que ce qui se passe actuellement en Europe ressemble moins à une réflexion stratégique qu'à une sorte de délire massif. J'ai du mal à trouver un meilleur mot. Il y a une obsession à vouloir vaincre la Russie alors même que les armes s'épuisent. Le manque de capacité semble être compensé par un langage plus belliqueux et par un rejet de toutes les lignes rouges. Ma perception, c'est que la déformation des intentions réelles de la Russie, qui n'ont jamais eu quoi que ce soit à voir avec la conquête de qui que ce soit, où que ce soit, va s'effondrer dans une crise énergétique que les gouvernements actuels d'Europe occidentale, en particulier, ne peuvent pas maîtriser. Je pense que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Les dirigeants mondialistes qui veulent maintenir cette guerre contre la Russie ne pourront pas le faire parce qu'ils seront chassés du pouvoir. Je suis encore surpris de ne pas avoir vu de révolution ouverte dans des endroits comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je pense que cela viendra. La situation est vraiment mauvaise en Angleterre, en Écosse, en Irlande et au pays de Galles. Nous avons déjà vu les Irlandais descendre dans la rue. Je pense que nous allons en voir davantage. Ils sont peu, être le canari dans la mine de charbon des îles britanniques. Je l'espère. Les gens qui dirigent le spectacle au Parlement sont tout simplement déconnectés de la réalité. Ils ont récemment refusé des permis pour davantage de forage en mer du Nord, alors qu'ils savent que les gisements de pétrole y sont énormes et que le besoin énergétique est écrasant. Mais nous avons encore affaire à des gens qui vivent dans ce monde illusoire où l'éolien et le solaire vont remplacer l'énergie à base de carbone. Cela n'arrivera pas de cette manière. Peut être qu'un jour, le rêve de Tesla de capter l'énergie de l'atmosphère fonctionnera. Mais d'ici là, nous devons utiliser ce que nous avons. Nous devons survivre avec cela. Je pense que les Européens en arrivent à cette conclusion. En Allemagne, éventuellement, je pense qu'on va voir un retour au statu quo. Les gens qui sont au pouvoir vont partir, ils vont devoir remettre en service des centrales nucléaires, et une fois qu'ils auront chassé ces gens-là, ils devront composer avec Moscou, et ils devraient le faire. Encore une fois, toutes les insultes, tous les abus et tous les mensonges lancés contre Moscou doivent être démantelés de fond en comble. C'est très difficile à faire quand les médias sont contrôlés par ces gouvernements mondialistes. Les médias n'ont pas dit la vérité. Ils ont présenté l'Ukraine comme une sorte de groupe lumineux de patriotes se battant désespérément pour leur liberté. C'est beaucoup de